Entre 1941 et 1943, tandis que l'armée allemande continuait d'avancer vers l'Est, il y avait des groupes qui se déplaçaient à l'arrière, sans faire partie des divisions régulières, ni répondre au même commandement. Ils arrivaient lorsque les villes étaient déjà sous contrôle, s'installaient sans donner d'explication et commençaient à agir avec ce qu'ils avaient préparé. Ils ne faisaient pas de transfert, n'attendèrent pas d'ordre, ne montèrent pas d'installation. Là même, à ciel ouvert, avec des listes déjà prêtes, ils s'occupaient de milliers. Ils le faisaient rapidement, sans pause, sans laisser de traces visibles sauf celles qu'ils rédigeaient eux-mêmes. Ceux qui organisaient tout cela n'étaient pas des soldats de carrière. Ils venaient des bureaux. Quand le Reich est tombé, beaucoup ont disparu pendant un temps. D'autres ont été retrouvés plus tard grâce à ce qu'ils avaient signé. Leurs noms sont apparus dans des documents, leurs fonctions ont été mentionnées dans des rapports officiels. Certains ont fini devant un tribunal, d'autres sont réapparus des années plus tard dans des pays où personne ne les attendait. Et alors se pose la question, comment ont fini ceux qui ont dirigé les massacres? Ceux qui sont partis avec l'ordre de tuer. Au début de 1941, une école de police à Pretzsch, près du fleuve Elbe, est devenue un point de rencontre pour des milliers d'hommes liés au SS. Ils venaient de différents bureaux, enquêteurs, espions, policiers ordinaires, soldats de l'aile armée et hauts responsables administratifs. Beaucoup avaient déjà de l'expérience dans les zones que l'Allemagne avait occupées auparavant, surtout en Pologne. Certains parlaient russe, d'autres arrivaient avec de bons contacts. Plusieurs avaient une carrière universitaire, voire des doctorats. À tous, on leur avait dit qu'ils allaient participer à quelque chose de spécial, mais sans donner beaucoup de détails. Le mouvement vers Pretzsch a vidé des académies entières. Bureaux d'analyse, écoles de formation, postes locaux, tous ont envoyé du monde. Heydrich, le chef de la sécurité du régime, et Himmler, qui était au-dessus de lui, ont choisi les chefs de leurs propres mains. Parmi eux se trouvait Otto Ollendorf, un économiste au profil technique, Paul Blobel, un architecte avec des problèmes d'alcool, Arthur Nebe, un vieil habitué de la police criminelle, et Karl Jäger, un policier politique réputé violent. Le groupe comprenait aussi des soldats de base, des policiers en uniforme et des membres de l'armée, tous réunis sous le nom d'Einsatzgruppen, c'est-à-dire des équipes d'intervention. Ce nom avait déjà été utilisé auparavant, en Autriche, en Tchécoslovaquie et plus tard en Pologne. Leur travail n'était pas de se battre, mais de contrôler les zones occupées, d'éliminer les opposants politiques et de neutraliser tout foyer de résistance avant même qu'il ne commence. Ils avaient maintenant une nouvelle mission. Autrefois, les Einsatzgruppen travaillaient avec l'armée. Ils avançaient, arrivaient juste après les soldats, identifiaient les chefs locaux, rassemblaient des données, capturaient ceux figurant sur leur liste et éliminaient ceux considérés comme dangereux. Cette fois, l'objectif était le même, mais plus vaste. Ils se dirigeaient vers l'Est, vers les territoires de l'Union soviétique, qui seraient envahis en juin de cette année-là. L'entraînement à Pretzsch fut rapide. La partie physique fut minime. Un peu de pratique de tir, quelques exercices en plein air, mais l'essentiel portait sur l'organisation. Chaque équipe fut divisée en groupes plus petits, appelés commandos. Les fonctions, tâches et zones furent réparties. Tous reçurent des injections. Certains tombèrent malades ensuite, ce qui ralentit un peu les exercices. La mission officielle était de nettoyer l'arrière de l'armée, chercher des saboteurs, capturer des espions, dégager le chemin pour les troupes. Mais le message interne était différent. Heydrich dit au commandant, juste avant le départ, que ce n'était pas seulement une affaire de territoire, que c'était une guerre d'idées, que le véritable ennemi était le bolchevisme et que derrière se trouvaient les Juifs. Il précisa qu'il ne s'agissait pas d'arrêter des soldats, mais d'éliminer complètement toute personne liée au système ennemi. Cela incluait non seulement les employés du gouvernement, mais aussi des civils ordinaires. Heydrich dit que ceux qui ne se sentaient pas capables pouvaient se retirer. Personne ne le fit. Tous continuèrent. L'ordre était clair. Il fallait agir sans hésiter, sans sentimentalisme, sans poser de questions. 4 grandes équipes furent réparties dans différentes zones. La première, dirigée par Stahlecker, se dirigeait vers les pays baltes. La deuxième, sous Arthur Nebe, couvrirait la zone centrale, incluant la Biélorussie. La troisième, avec Otto Rasch, se déplacerait dans le nord de l'Ukraine. La quatrième, dirigée par Ollendorf, descendrait vers le sud,
incluant la Crimée. Chacune de ces équipes disposait de commandos pouvant se déplacer et agir de manière autonome. Blobel, par exemple, dirigeait l'un de l'équipe 3. Jäger était à la tête d'un autre de la première. L'organisation permettait que les massacres se produisent à divers endroits en même temps, sans devoir attendre des ordres d'en haut. Ils transportaient tout ce dont ils avaient besoin pour se déplacer sans l'aide de l'armée. Camions, motos, radios, armes, cuisine, balles, essence. Certains avaient même des générateurs. L'équipement incluait pistolets, fusils et mitrailleuses. Chaque commando transportait aussi des outils de base, pelles, poêles, tentes, bureaux et suffisamment de nourriture pour rester en route plusieurs jours. Contrairement aux troupes ordinaires qui utilisaient encore des chevaux dans certains cas, ces groupes étaient entièrement motorisés. Himmler s'assura qu'ils ne manquaient de rien. L'organisation était conçue pour leur permettre de se déplacer rapidement, de faire leur travail et de disparaître. L'accord avec l'armée avait été conclu des mois auparavant. Hitler l'avait décidé lui-même. Dans les zones occupées, les unités de sécurité des SS agiraient de manière autonome. L'armée devait leur fournir logement, nourriture et carburant, mais ne pouvait leur donner d'ordre. L'instruction était claire. Ces groupes devaient éliminer complètement l'ennemi politique. Et cela, pour le régime, incluait les communistes, les employés du gouvernement soviétique, les commissaires politiques et tous les juifs. Quelques semaines avant leur départ, les chefs furent convoqués à Berlin. Heydrich les réunit au siège de la sécurité et passa en revue les points clés. Il parle d'éliminer tous ceux qui faisaient partie du système bolchevique. Il nomma les commissaires, les chefs politiques, ceux qui faisaient de la propagande. Il dit aussi que si des gens sur place voulaient attaquer ou lyncher, il fallait les laisser faire, voire les encourager, mais sans laisser de preuves claires de participation. Ainsi, cela pouvait sembler être des actes spontanés de la population. Ohlendorf déclara plus tard, lors d'un interrogatoire, que son groupe disposait de presque 200 véhicules. Les troupes utilisaient des armes automatiques. Chaque escouade avait des radios et parfois des téléscripteurs. Tout ce qu'ils faisaient devait être rapporté à Berlin rapidement et en détail. Chaque chiffre était noté, combien de morts, où, quand et avec quelle justification. Dès le début, tous savaient de quoi il s'agissait. Ils suivaient l'armée, occupèrent les villes, cherchèrent ceux des listes et élargissaient la chasse au fur et à mesure. Il n'y avait pas besoin de procès ni de paperasse. Personne n'était emprisonné. Les ordres étaient clairs. Tirer sur place, utiliser les creux naturels du terrain, creuser s'il n'y en avait pas, effacer toute trace. Les prisonniers russes creusaient. Ensuite, eux aussi étaient tués. La première équipe franchit la frontière le 22 juin. En quelques jours, on parlait déjà de massacres. Chaque semaine, de nouveaux chiffres arrivaient aux bureaux principaux. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des civils, des villages entiers, des gens ciblés à l'avance. La machine à tuer était déjà en marche, et aucun de ces hommes ne s'est arrêté. Ainsi on apprenait. Dès les premiers jours du régime, l'usage de la violence faisait déjà partie du mécanisme. Ce n'était pas quelque chose de sporadique. Les coups, les menaces et les morts étaient présents dans chaque recoin. Bureaux, écoles, forces de police et camps fonctionnaient sous l'idée que celui qui ne suivait pas les règles se faisait écraser. Il n'était pas nécessaire qu'un ordre soit donné pour réagir avec dureté. Cela allait de soi. Ceux qui occupèrent des postes dans la police, les SS ou la Gestapo, venaient d'environnements où les mauvais traitements étaient courants. Beaucoup avaient grandi entre cris et coups. Depuis l'enfance, ils avaient vu des punitions sans mesure. Ils considéraient cela comme normal. Quand ils intégrèrent le système, ils le renforcèrent. Ils ne le remettèrent pas en question, ils le reproduisaient. Pendant l'entraînement dans les académies, on appliquait les mêmes méthodes. Le chef criait, frappait ou humiliait, et celui en dessous devait encaisser. Cela servait de filtre. Celui qui supportait continuait. Celui qui ne supportait pas était écarté. La logique était claire. Si tu ne tenais pas à l'intérieur, tu ne servais à rien à l'extérieur. Ce n'était pas pour enseigner, mais pour endurcir. Dans les divisions spéciales, comme les Totenkopf, le traitement était encore plus dur. C'est là que se formaient beaucoup de ceux qui seraient ensuite choisis pour des tâches délicates. Ceux qui passaient par là savaient déjà obéir sans poser de questions. On les avait préparés à agir sans réfléchir. Certains de ceux qui seraient plus tard à la tête de massacres de masse avaient déjà ce profil dès le départ.
Ils avaient fait carrière dans un système où la punition faisait partie du quotidien. Ils voyaient comment on corrigeait ceux qui échouaient. Et quand ils montaient en grade, ils faisaient la même chose avec ceux en dessous. C'était une chaîne qui se répétait. Quand on leur donnait une nouvelle mission, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'indications. Ils savaient déjà ce qu'il fallait faire. S'il fallait arrêter quelqu'un, ils le faisaient. S'il fallait l'emmener dans un lieu isolé, aussi. Si l'étape suivante était de tirer, ils le faisaient. Parce qu'ils l'avaient déjà vu auparavant, et parce qu'ils savaient que le problème n'était pas d'aller trop loin, mais d'hésiter. Après chaque action, rien n'était analysé. On passait à la suivante. Il n'y avait pas d'espace pour se demander si c'était bien ou mal. On supposait que c'était bien. Tout venait autorisé d'en haut. Personne ne demandait d'opinion, seulement des résultats. Ceux qui arrivaient aux Einsatzgruppen avaient déjà cette mentalité dans la tête. Ils avaient traversé différents niveaux du système. Ils avaient déjà participé à des arrestations, des interrogatoires, des transferts et bien souvent à des exécutions préalables. Passer aux assassinats de masse ne leur semblait pas aussi choquant qu'à d'autres. Ils avaient déjà vu le sang. Ils savaient déjà obéir aux ordres sans discuter. Seule la quantité changeait. Dans les interrogatoires d'après-guerre, plusieurs racontèrent qu'au début, cela les affectait. Mais avec le temps, cela devenait une habitude. L'un d'eux dit qu'au début, ses mains tremblaient. Après, plus du tout. Un autre raconta que la première fois, il avait vomi, mais qu'ensuite, cela ne lui posait plus de problème. C'est ce qui leur arriva à eux et aussi à beaucoup d'autres. Une fois que quelqu'un avait tiré pour la première fois, il n'y avait plus de retour. Le lendemain, il le faisait plus facilement. Une semaine plus tard, il n'y pensait même plus. L'ambiance y contribuait. Si tout le monde faisait pareil, tu ne te faisais pas remarquer. Et si tu faisais bien, on te félicitait. Certains furent même promus pour avoir exécuté sans hésiter. D'autres étaient déplacés s'ils montraient de la faiblesse. Le langage faisait aussi partie de tout cela. On ne disait pas des mots comme « tuer » ou « fusiller ». On utilisait des phrases comme « opération »,« évacuation »,« action spéciale ». Ces manières de parler créaient une distance. Elles faisaient tout paraître comme une formalité de plus. Cela aidait ceux qui agissaient à ne pas mettre de frein. Les quantités n'étaient pas présentées comme une tragédie. Ce n'étaient que des chiffres. Un rapport pouvait indiquer que dans tel village, on avait tué 500 personnes, et aussitôt arrivait un autre avec un nouveau chiffre. Les chefs lisaient ces rapports et les organisaient sans rien montrer. On ne parlait pas d'hommes, de femmes ou d'enfants. On parlait d'unité. Ceux qui dirigèrent chaque groupe savaient qu'on ne regardait pas comment ils faisaient, mais combien ils avançaient. S'ils atteignaient les chiffres attendus, on les félicitait. Sinon, on les pressait. Cela créait une compétition interne. Certains cherchaient à se démarquer en tuant plus vite. D'autres proposaient de nouvelles méthodes pour être plus efficaces. Ce n'était plus une idée. L'extermination était en marche. Chaque équipe avait sa liste et son objectif. Les ordres étaient suivis sans dévier. Les papiers l'indiquaient clairement. Il y avait des noms, des instructions et des rapports. C'était une chaîne sans frein. Ils allaient de village en village sans s'arrêter. Dans ce contexte, celui qui ne faisait pas ce qu'on attendait de lui était repéré. Certains ont essayé d'échapper à cela. Ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas capables. Mais ce n'était pas courant. La majorité s'adaptait. Si tu ne voulais pas tirer, on te faisait faire autre chose. Creuser des fosses, surveiller, conduire. D'une manière ou d'une autre, tout le monde finissait impliqué, et cela rendait ensuite plus difficile d'en sortir. Tous n'obéissèrent pas par peur. Beaucoup le faisaient par conviction. Cela faisait des années qu'ils entendaient la même chose. On les avait formés dans l'idée que l'ennemi devait être effacé de la carte. Ils l'entendaient dans les discours, le lisaient dans les brochures, le voyaient sur les affiches. Ce n'était pas juste un ordre, c'était une manière de voir le monde. La violence, pour eux, n'était pas quelque chose d'à part. C'était leur manière d'exercer l'autorité. Elle s'utilisait tous les jours, dans les casernes, avec les occupés, avec les détenus. Il n'y avait pas d'autre manière de se comporter. Celui qui ne s'intégrait pas restait dehors. Et presque personne n'osait cela. Ce qui avait commencé comme une formation dure s'est transformé en un réseau de bourreaux. Tous en faisaient partie. Chacun avait son rôle, et aucun ne pouvait dire qu'il ne savait pas ce qui se passait. Ils avançaient avec cartes, listes et pelles. À 3 heures du matin, le 22 juin 1941, des milliers de canons allemands commencèrent à tirer de l'autre côté du fleuve Bug.
À la frontière avec l'Union soviétique, l'artillerie illumina le ciel avec des explosions constantes. À cette heure-là, l'armée allemande lança l'opération qui était préparée depuis des mois. Ils l'appelèrent Barbarossa. C'était le plan d'invasion le plus vaste qu'ils avaient mis en œuvre jusqu'alors. Le front était immense. De la mer Baltique à la mer Noire, plus de 3 millions de soldats franchirent à la ligne. Ce n'étaient pas seulement des troupes allemandes. Marchaient aussi des Hongrois, des Roumains, des Slovaques et d'autres alliés. L'objectif était de prendre l'Ouest soviétique rapidement. Ils pensaient qu'en quelques semaines, ils pourraient capturer Moscou, contrôler l'Ukraine et neutraliser la capacité de riposte de l'ennemi. Pendant que les divisions blindées avançaient à toute vitesse sur les routes, les groupes d'intervention suivaient derrière. Les Einsatzgruppen furent activés ce même jour. Les ordres étaient déjà clairs depuis longtemps. Ils devaient se déplacer derrière l'armée régulière, entrer dans les villages, identifier les cibles et éliminer ceux figurant sur les listes. Il ne s'agissait plus de rechercher des opposants individuels. C'était maintenant un nettoyage systématique par zone. Le groupe A, dirigé par Stalecker, passa par la Lituanie. Ils avançaient avec un soutien logistique complet, incluant véhicules, carburant, cartes et radios. Ils atteignirent rapidement Kaunas. Là, ils trouvèrent une population locale agitée. Certains habitants avaient commencé des attaques contre les Juifs. Les Allemands n'intervinrent pas. En fait, ils encouragèrent à continuer. Ils voyaient cela comme utile. Le lendemain, les massacres continuèrent, cette fois avec la participation directe des commandos. Dans chaque ville prise, la procédure était similaire. D'abord, ils sécurisaient le centre administratif. Ensuite, ils localisaient les archives, examinaient les registres, sélectionnèrent les cibles. En quelques heures, les arrestations commençaient. Dans de nombreux cas, tout se déroulait en une seule journée. Le rythme était rapide. Aucun nouvel ordre n'était attendu. Ils savaient déjà quoi faire. Le groupe B, sous Arthur Nebe, se dirigea vers la Biélorussie. Ils avancèrent sur des chemins en mauvais état, traversant des villages où presque personne ne parlait allemand. Dès leur arrivée, ils s'installaient dans des bâtiments vides, organisèrent les listes et exécutèrent le plan. D'abord les fonctionnaires du parti, puis les enseignants, les médecins, les rabbins. Enfin, ils rasaient des communautés entières. Les chiffres augmentaient chaque jour. Otto Rasch commandait le groupe C. Ces commandos opéraient dans le nord de l'Ukraine. Une de leurs premières grandes actions eut lieu à Jitomir. Là, ils coordonnèrent avec la Wehrmacht. L'armée régulière fournit transport et protection. Les Einsatzgruppen identifièrent les cibles. En quelques heures, plusieurs centaines de personnes furent exécutées. Personne ne protesta. Les soldats poursuivaient leur avancée. Les corps restaient derrière, enterrés dans des fosses ouvertes. Le groupe D, dirigé par Ollendorf, se dirigea vers le sud. Ils pénétrèrent dans des zones où la langue, la culture et les conditions du terrain étaient très différentes de ce qu'ils connaissaient. Ils rencontrèrent des communautés rurales isolées. L'opération ne s'arrêta pas. Ils adaptèrent simplement la méthode. Au lieu de listes détaillées, ils utilisaient des dénonciations locales, interrogèrent les prisonniers et sélectionnaient par catégorie. Ils exécutaient tous les hommes adultes, puis étendèrent l'action aux femmes et aux enfants. Les unités étaient bien coordonnées. Elles disposaient de radios, cartes, carburant, nourriture, personnel médical, techniciens et chauffeurs. Chaque groupe comptait des spécialistes en armement, traducteurs et officiers chargés des rapports. Ils ne dépendaient de personne. Ils se déplaçaient de manière autonome, informant chaque semaine Berlin. Les chiffres étaient précis. Lieu, date, quantité, type de victime. Tout était consigné. Les exécutions n'étaient pas improvisées. Elles étaient organisées comme des opérations militaires. On choisissait le lieu, généralement une forêt, un fossé ou un ravin. On forçait les détenus à marcher. Parfois, ils étaient transportés en camion. À l'arrivée, on leur ordonnait de se déshabiller. On les alignait au bord. On tirait dans le dos. Ils tombaient les uns sur les autres. Ensuite, les corps étaient recouverts de terre. Certains survivaient aux premières balles. Ils étaient achevés ensuite. Il n'y avait pas de participation civile formelle, mais dans de nombreuses localités, les habitants collaboraient. Certains donnèrent des informations. D'autres désignaient des maisons. Dans certaines régions, ils aidèrent même directement. Les Allemands le permettèrent, tant que cela n'interférait pas avec l'organisation. Dans certains cas, on utilisa des prisonniers de guerre pour creuser les fosses. Ils étaient ensuite éliminés, eux aussi.
Les rapports ne laissaient pas de place au doute. Il y avait des noms, des grades, des détails. Ce n'étaient pas des opérations secrètes. Il s'agissait d'actes enregistrés, autorisés et systématiques. Depuis Berlin, les bureaux de sécurité recevaient ces données et les archivaient comme faisant partie du travail. Aucun traitement particulier ne leur était réservé. C'était une procédure régulière. La collaboration avec l'armée fut cruciale. Bien que les Einsatzgruppen opéraient officiellement de manière autonome, en pratique, ils recevaient un soutien constant. Transport, sécurité, nourriture, logement. Dans de nombreux cas, les commandements militaires savaient parfaitement ce qui se passait. Certains assistèrent même aux exécutions. Ils n'intervenèrent pas. Ils ne s'y opposèrent pas. Ils ne le mentionnèrent pas non plus dans leurs propres rapports. Pendant ce temps, l'avancée militaire continuait. Les villes tombaient les unes après les autres. Smolensk, Minsk, Kiev. Chaque victoire était suivie d'une vague d'assassinats. Les groupes d'intervention ne s'arrêtèrent pas. Ils se déplaçaient d'un point à un autre, éliminant tous ceux considérés comme ennemis. Au début, on parlait de communistes, de commissaires, de saboteurs. Mais bientôt, il devint clair que la cible principale était les Juifs, sans exception. Le langage utilisé dans les rapports restait technique. Actions de nettoyage, mesures préventives, neutralisation d'éléments dangereux. Ces formules servaient à masquer l'évidence, mais ceux qui étaient là savaient exactement ce qu'ils faisaient. Pas besoin de traduction. Chaque opération laissait des corps, du sang, des vêtements entassés et des enfants disparus. En quelques semaines, les chiffres étaient si élevés qu'on commença à parler de méthodes alternatives. Certains commandants disaient que les fusillades étaient lentes, d'autres que cela affectait le moral des exécutants. Blobel, par exemple, proposa de chercher une solution plus pratique. Il le ferait plus tard. Mais à ce moment-là, les tueries continuaient avec des fusils. La ville descendait dans la fosse. En juillet 1941, les Einsatzgruppen opéraient déjà en profondeur. Ils avaient dépassé les frontières initiales et se déployèrent désormais dans les territoires qui faisaient autrefois partie de l'ancien Pale de résidence, où pendant des siècles vivait la majorité de la population juive de l'Empire russe. Ce qui avait été des communautés denses, organisées et enracinées, devint désormais une cible directe d'extermination. Les villes tombaient les unes après les autres. Vilnius, Pinsk, Baranavichi, Vitebsk. Chaque fois qu'une unité prenait le contrôle d'une localité, elle savait déjà ce qu'elle devait faire. On identifiait les quartiers juifs, on en fermait les sorties, on rassemblait les gens sur des places ou dans des cours. On leur disait qu'ils allaient être transférés, mais on les emmenait en périphérie, près de forêts ou de fosses déjà creusées. Là, tout prenait fin. À Vilnius, les massacres commencèrent presque immédiatement. Le commando responsable, sous ordre direct, exécuta des milliers de personnes dans les forêts de Ponary. Les corps étaient jetés dans des fosses naturelles. On tirait sans relâche, jour après jour. Les victimes arrivaient en camion, à pied, en file indienne. Il y avait des listes, mais souvent il suffisait de faire partie du groupe ciblé. Les enfants étaient emmenés avec leurs parents. Les personnes âgées ne recevaient aucun traitement différent. On exécutait par lot. Les structures communautaires furent démantelées en quelques jours. Les synagogues furent fermées, pillées ou détruites. Les archives brûlées, les maisons marquées. Il était ordonné aux résidents de porter un signe visible, une étoile sur leurs vêtements. Ensuite, ce signe n'importait plus. La décision était prise. L'objectif était d'éradiquer la présence juive de chaque zone. À Pinsk, l'opération se fit en étapes. D'abord, on concentra les hommes en âge de travailler. Ils furent séparés. On annonça qu'ils allaient être mobilisés pour des travaux de réparation. Mais il n'y eut pas de travail. On les emmena dans la forêt, on les força à creuser des tranchées, on les aligna et on les tua. La terre retournée recouvrait à peine les corps. Quelques jours plus tard, ce fut le tour des femmes et des enfants. La procédure était répétée par tous les groupes. Il n'était pas nécessaire de coordonner entre commandos. Chaque unité agissait à son rythme, avec sa méthode, son équipe. Certaines utilisaient de petits escadrons. D'autres s'appuyaient sur l'aide militaire locale. Parfois, des partisans ukrainiens, lituaniens ou biélorusses collaboraient. Ils donnèrent des noms, désignaient des maisons, aidaient même aux exécutions. On leur promettait des biens en échange, des terres, des meubles, des vêtements. Dans des zones comme Minsk, où la communauté juive était plus nombreuse, on établit des ghettos temporaires. Ils ne duraient pas longtemps. On les utilisait pour concentrer la population, organiser les transports et procéder aux exécutions de manière plus ordonnée.
Parfois, ils étaient vidés en quelques semaines. Les fusillades étaient continues. Quand les trains n'étaient pas disponibles, on les remplaçait par des colonnes à pied. Les chefs des Einsatzgruppen ne cachèrent pas ce qu'ils faisaient. Ils rédigeaient des rapports quotidiens. Ils mentionnèrent des chiffres, décrivaient les lieux, détaillaient les actions. Ils n'employaient pas de euphémismes à l'intérieur du groupe, seulement dans les rapports à Berlin. Là, ils parlaient d'actions spéciales, de pacification ou de résolution du problème. Mais chacun savait ce que signifiait chaque mot. À Baranavichi, le chef du commando local se vantait d'avoir éliminé plus de 10 000 personnes en moins d'un mois. Il avait le soutien total de l'administration civile. La police locale participait activement. On se répartissait les tâches. Certains surveillaient, d'autres transportaient, d'autres creusaient et tiraient. Les fosses se remplissaient rapidement. On en creusait de nouvelles à quelques mètres. Quand le sol était humide, on utilisait des caves ou des puits abandonnés. Les exécutions n'étaient pas toujours réalisées par fusillade. Dans certains endroits, on expérimentait d'autres méthodes. Des camions hermétiques où l'on libérait des gaz d'échappement, de petites chambres improvisées. Mais la plupart du temps, on utilisait encore des balles. Rapides, directes, efficaces. On alignait les victimes, on visait la nuque, on tirait. Ceux qui tombaient étaient recouverts de terre. Ensuite, venait le groupe suivant. Les habitants locaux, s'ils ne participèrent pas, au moins observaient. Certains regardaient par les fenêtres, d'autres pillaient les maisons vides. Certains prévenaient à l'avance. Les dénonciations étaient courantes. Des familles entières étaient livrées par des voisins, parfois par peur, d'autres fois par cupidité. Aucune preuve n'était exigée. Une accusation suffisait. En progressant vers l'est, les Einsatzgruppen poursuivaient leur avancée. Ils ne restaient pas longtemps dans une ville. Ils accomplissèrent leurs tâches et poursuivaient. Ils laissaient derrière eux des rues vides, des bâtiments incendiés, des cours remplis de débris. Les rapports s'accumulaient à Berlin. Chaque chiffre augmentait le registre général. La logique n'était pas militaire, elle était comptable. Les unités notaient chaque étape. Nom du village, nombre d'exécutés, heures, méthode. Cela faisait partie du processus. Ils ne le faisaient pas par culpabilité ni par réflexion. C'était de l'administration. Les rapports étaient archivés. Certains officiers les signaient avec fierté. Ils y voyaient de l'efficacité. Dans les zones rurales où il n'y avait pas de résistance organisée, tout était plus simple. Aucune excuse n'était nécessaire. Aucun simulacre de procès. Les ordres étaient donnés à l'arrivée. On rassemblait la population. On procédait à des sélections rapides. On formait des groupes. En 1 ou 2 heures, tout était terminé. On ramassait les pancartes, on nettoyait les armes et on repartait. Personne parmi eux ne discutait l'objectif. Il était compris depuis le début. L'ennemi était défini par son origine, non par ses actes. On ne demandait pas ce que chacun faisait. Seul comptait l'appartenance à un groupe. Et si c'était le mauvais, la fin était déjà décidée. Une fois le Peil franchi, l'opération devint encore plus intense. Les distances augmentaient, les conditions étaient plus dures, mais l'objectif restait inchangé. Quand le chef voulut tout voir. Heinrich Himmler n'apparaissait pas souvent sur les fronts, mais lorsqu'il le faisait, tout changeait. Dans la seconde moitié de 1941, il décida de se rendre en Ukraine. Ce n'était pas une visite informelle. Il voulait voir en personne comment s'exécutèrent les opérations qu'il avait autorisées. Il ne portait pas de costume de bureau. Il s'habillait en uniforme, s'entourait d'officiers et se présentait comme une figure d'autorité absolue. Il arriva avec une escorte armée et fut reçu par les responsables des unités opérant dans la région. Ceux qui dirigeaient les Einsatzgruppen savaient qu'ils devaient montrer des résultats. On lui prépara des itinéraires. On lui expliqua comment étaient sélectionnées les victimes, comment s'organisaient les transferts, comment s'exécutèrent les tirs. Il ne demanda pas si cela les affectait, il demanda des chiffres. Combien? Où? En combien de temps? À Nikolaïev, les chefs des unités locales organisèrent une exécution pendant son séjour. Pas comme un spectacle, mais comme une preuve d'efficacité. Les prisonniers étaient déjà sélectionnés. Ils avaient été transférés plusieurs jours auparavant. On les escorta jusqu'à un champ ouvert. Les tranchées étaient prêtes. Les tireurs savaient quoi faire. Il n'y eut pas de discours, seulement de l'action. Himmler observa debout, les mains derrière le dos. Le premier groupe fut placé au bord.
On tira sans délai. Certains corps tombèrent au fond, d'autres restèrent suspendus. Les suivants étaient poussés pour avancer. Le rythme était constant. Himmler ne parla pas. Il regardait simplement. À un moment donné, un des exécutants fit une erreur. Le tir ne fut pas mortel. Le prisonnier tomba blessé et gémissait. L'officier en charge sortit son arme de poing et l'acheva d'un seul coup. Himmler se détourna, prit une inspiration, mais ne fit aucun commentaire. Après l'exécution, il parla avec les officiers. Il leur dit qu'ils accomplissaient un devoir historique, que ce qu'ils faisaient n'était pas pour eux, mais pour l'avenir, que la dureté était nécessaire, que seuls les plus forts pourraient porter ce fardeau sans se briser. Il n'utilisa pas de mots doux. Il ne demanda pas de compassion. Il ne fit que réaffirmer la mission. Dans les jours suivants, il visita d'autres villes. Il se rendit à Dnipro, Zaporijia et dans d'autres lieux où les unités avaient déjà mené des opérations similaires. On lui présenta des rapports, des listes de victimes, des cartes avec les itinéraires de transfert. Dans chaque lieu, le modèle était le même. Ghettos vidés, juifs assassinés, communautés effacées. Himmler ne remit rien en question. Il confirma ce qu'il s'attendait à voir. Il donna des instructions pour accélérer la cadence. Il suggéra d'utiliser moins de munitions lorsque possible. Il proposa des techniques pour gagner du temps lors de l'alignement. Il applaudit la collaboration des polices locales. Il recommanda d'augmenter l'usage de soutien non allemand. Il affirma que c'était mieux si les populations locales participaient. Selon lui, cela permettait un nettoyage plus en profondeur. Les subordonnés l'écoutaient sans l'interrompre. Il prenait des notes. Il savait que sa visite n'était pas seulement une inspection. C'était une évaluation directe. Celui qui ne montrait pas d'efficacité serait remplacé. C'est pourquoi les chiffres étaient cruciaux. On lui montrait des documents avec des milliers d'exécutions, des noms codés, des catégories éliminées, des graphiques à barres. On le traitait comme s'il menait un audit. L'un des aspects qu'il valorisa le plus fut le contrôle absolu. Il dit qu'il ne devait y avoir ni doute ni exception. Si quelqu'un remettait un ordre en question, il devait être écarté. Si quelqu'un montrait de la faiblesse, il valait mieux le transférer. La pureté du plan, selon lui, résidait dans l'exécution sans hésitation. Pour Himmler, le problème n'était pas la violence, le problème était le désordre. Après son tour, il retourna à Berlin. Il ne fit pas de déclaration publique, il n'écrivit pas de mémoire. Il n'avait pas besoin de laisser de traces, les décisions avaient déjà été prises. Ce qu'il fit fut confirmer sur le terrain que ses ordres étaient exécutés comme il les avait conçus. Et il demanda que le processus ne s'arrête sous aucune circonstance. Les officiers qui l'accompagnèrent durant cette tournée restèrent en poste. Certains furent promus, d'autres envoyés dans de nouvelles zones. Tous savaient qu'ils avaient passé un test. La visite de Himmler ne fut pas un acte symbolique. Ce fut une façon de renforcer que les massacres n'étaient ni des accidents, ni des dérapages, ni des excès. Ils faisaient partie du plan central. Les exécutions qui eurent lieu pendant ces jours ne furent pas différentes des précédentes, mais elles prirent un poids nouveau. Elles avaient l'approbation directe du plus haut responsable. Aucun besoin de dissimulation. Il n'y avait rien à cacher. On faisait, on consignait, on archivait. L'archive était le témoin. Dans les rapports postérieurs, on mentionne son passage dans la zone. On ne détaille pas ce qu'il vit. On se contente de signaler qu'il inspecta les unités, qu'il félicita les chefs, qu'il demanda des améliorations. Cette manière de l'écrire était habituelle. Le langage restait technique, mais tous ceux qui étaient présents savaient ce que cela signifiait. Dès lors, les commandants sur le terrain augmentèrent la cadence. Les massacres devinrent plus fréquents. Les chiffres montèrent. Les ghettos furent vidés plus rapidement. Les rapports furent remis plus souvent. La pression était plus forte. Personne ne voulait être en dessous de la moyenne. Les camions furent utilisés de manière plus intensive. Les horaires de ramassage furent ajustés. On établit des itinéraires plus courts vers les lieux d'exécution. Les fosses furent creusées à l'avance. On recruta plus de collaborateurs locaux pour accélérer le travail. Tout cela avec un seul objectif, exécuter le plan. Ce qui était en cours n'avait plus de retour. C'était une opération continue. Elle ne dépendait pas d'un front militaire. Elle ne s'arrêtait pas avec le climat. Elle ne se négociait pas. Les ordres étaient donnés et s'exécutaient sans interruption. Himmler le savait, il le voulait ainsi et ne laissa aucune place au doute. Celui qui ne tolérait aucun écart. Après sa tournée en Ukraine, Himmler ne resta pas inactif.
Il reprit les rapports, croisa les données, examina les cartes et continua de renforcer sa structure depuis Berlin. Il maintenait un contact direct avec chaque chef régional. Il exigeait des chiffres exacts, des localisations et des procédures. Il voulait que tout soit consigné. Si une unité ralentissait le rythme, il exigeait des explications. Si elle l'augmentait, il considérait cela comme un signe d'efficacité. L'essentiel pour lui était l'exécution sans hésitation. En parallèle, il commença à ajuster la coordination entre les différentes branches. Les SS, la police de sécurité, les autorités locales dans les territoires occupés et les bureaux de la capitale. Tout devait répondre à une seule et même chaîne. Himmler ne déléguait pas sans contrôle. Il intervenait dans les détails, même sur des questions apparemment mineures. Par exemple, il ordonna que les véhicules affectés au transfert aient la priorité pour le ravitaillement, que les routes soient dégagées pour les commandos mobiles, que les stations de radio soient réservées aux transmissions opérationnelles. Personne d'autre ne pouvait les utiliser pendant les émissions. La pression ne s'exerçait pas seulement vers le bas. Il exigeait aussi de l'appareil civil qu'il facilite les mouvements. Les gouverneurs allemands installés à l'Est devaient fournir des listes, permettre l'accès aux bâtiments, libérer des ressources, transmettre des archives. Tout obstacle était considéré comme un sabotage, et Himmler ne le tolérait pas. L'un d'eux, à Minsk, fut écarté pour entrave aux procédures. En réalité, il avait simplement demandé plus de temps pour organiser le ghetto. Cela n'avait aucune importance. Il fut remplacé par un autre qui ne posait pas de questions. Pendant ce temps, les chiffres provenant des Einsatzgruppen continuèrent de croître. Les commandants envoyèrent des rapports mentionnant des milliers de morts par semaine, parfois par jour. On y trouvait des détails, âge, sexe, lieu exact. Il n'était pas nécessaire que Himmler lise tout. Il avait des assistants pour lui en faire des résumés. Mais lorsqu'il trouvait une incohérence, il la signalait. Il demandait pourquoi. Dans une zone, on avait exécuté moins que prévu. Ce qui s'était passé. S'il manquait des balles, si le transport avait échoué, si le personnel était insuffisant. Pour maintenir le rythme, il organisa de nouvelles tournées d'inspection. Cette fois, il n'y alla pas lui-même, mais envoya des officiers de confiance. Reinhard Heydrich était l'un des principaux. Il visitait les casernes, parlait avec les chefs d'unité, observait une partie du processus et faisait rapport. L'important n'était pas que tout soit fait de la même manière partout. Ce qui comptait, c'était que personne ne s'arrête, que chacun comprenne que le plan ne connaissait pas de pause. Dans ce contexte, d'autres méthodes d'élimination commencèrent à être testées. L'un des problèmes identifiés fut l'épuisement des tireurs. Certains, après des centaines d'exécutions, commençaient à faiblir. Ils tremblaient, ils s'effondraient. Himmler demanda alors des alternatives, non par compassion, mais par souci d'efficacité. Il ne s'inquiétait pas du traumatisme, mais de la productivité. C'est ainsi que furent introduits les premiers camions hermétiques. On y chargeait les personnes, on fermait les portes, et les gaz d'échappement du moteur étaient redirigés à l'intérieur. Après quelques minutes, on ouvrait. Tous étaient morts. Pas besoin de tireurs. Juste d'un conducteur, plus silencieux, plus rapide. Ils furent utilisés à Chełmno et dans d'autres localités. Himmler approuva l'usage de ces méthodes. Il demanda aussi que d'autres formes soient évaluées, à condition qu'elles accélèrent le processus. L'objectif était clair, éliminer le plus grand nombre de personnes en un minimum de temps, avec un minimum de ressources. La solution finale était mise en œuvre sans besoin d'annonce majeure. En parallèle, il continua d'élargir les réseaux de collaboration. La police ukrainienne, les milices lituaniennes, certains groupes de volontaires de la région. On leur accordait une autorité partielle. En échange, ils informaient, collaboraient, exécutaient. Pour Himmler, cette externalisation était utile. Elle permettait de couvrir plus de terrain, et en même temps, elle déplaçait une partie de la charge opérationnelle. S'ils échouaient, ils étaient remplacés sans problème. Lors d'une réunion à Berlin avec les chefs de plusieurs branches du système de sécurité, Himmler déclara clairement que les exécutions devaient se poursuivre sans interruption, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans les catégories désignées comme cibles. Il fut direct. Il ne parla ni de politique, ni d'histoire, ni d'idéologie, uniquement de résultats. Il demanda qu'on ne perde pas de temps à discuter d'exceptions. La structure qu'il dirigeait ne laissait aucune place à l'improvisation. Chaque groupe savait où aller, qui éliminer, comment rendre compte. Si quelqu'un agissait de son propre chef, il était sanctionné.
Mais si quelqu'un atteignait les objectifs, il était récompensé, certains reçurent des décorations, d'autres furent promus. Le message restait constant, ce qui comptait, c'était d'exécuter. Avec l'avancée du front vers l'Est, les unités d'exécution commencèrent à opérer dans des zones plus isolées. Le climat était plus rude, les routes plus mauvaises, les villages plus dispersés. Mais Himmler insista sur le fait que cela ne pouvait pas servir d'excuse. Il envoya des renforts, plus de camions, plus d'essence. Il envoya même des techniciens pour entretenir les équipements. Si un moteur tombait en panne, il devait être réparé immédiatement. S'il manquait des uniformes, ils étaient envoyés depuis l'Ouest. Si les cartes étaient obsolètes, on les mettait à jour. Le volume des assassinats continua de croître. Les rapports devinrent plus brefs, mais plus percutants. 8000 éliminés en 4 jours, 5000 en 2 journées. Aucun nom n'était inclus, seulement des chiffres, des dates, des lieux. Les feuilles étaient archivées dans des dossiers étiquetés. Himmler les consultait par lot. Parfois, il corrigeait au crayon rouge. Les hauts responsables savaient que si le chef des SS portait son attention sur un groupe, il devait livrer des résultats rapidement. Il n'y avait pas de seconde chance. Ceux qui ne répondaient pas aux attentes étaient écartés, parfois envoyés au front ou affectés à des tâches sans importance. Le système s'auto-épurait. La pression venait d'en haut, mais aussi des côtés. Personne ne voulait être celui qui ralentirait la machine. À la fin de cette année-là, les opérations des Einsatzgruppen avaient déjà éliminé des centaines de milliers de personnes. Les villes occupées comptèrent des quartiers vides. Les registres civils étaient modifiés. Les biens étaient réattribués. Le plan avançait. Himmler ne le voyait pas comme une campagne temporaire. Il le considérait comme une restructuration totale, et il ne tolérait aucun écart. La machine commença à défaillir. Au printemps de 1942, les Einsatzgruppen avaient déjà tué plus d'1 demi-million de personnes. L'opération continuait, mais des fissures commençaient à apparaître. Certaines venaient de l'intérieur, d'autres étaient logistiques. La machine ne s'arrêtait pas, mais quelque chose commençait à grincer dans les rouages. Les zones les plus densément peuplées étaient déjà vidées. En Ukraine, en Biélorussie et dans les États baltes, les grandes communautés juives avaient été effacées. Les villes étaient sous contrôle total, mais à mesure que les unités avançaient vers l'Est, la population devenait plus dispersée. Les villages étaient séparés par des kilomètres. Le temps perdu en déplacement augmentait. Les fosses ne suffisaient plus. Les véhicules commençaient à tomber en panne. Les exécuteurs montraient eux aussi des signes de fatigue. Ils faisaient la même chose depuis des mois, jour après jour. Les nouveaux arrivants au front étaient formés par les vétérans, qui agissaient déjà par réflexe. Certains continuaient avec efficacité, mais d'autres commençaient à faire des erreurs. Ils tirèrent mal, se bloquaient, il y avait des tensions internes, des disputes pour les tours de garde, des revendications de repos. Ce n'était pas un effondrement, mais c'était un signal d'alerte. À Berlin, les rapports arrivaient moins régulièrement. Certaines données se répétaient, d'autres étaient incomplètes. Himmler remarqua l'irrégularité et demanda des vérifications. Il n'acceptait pas d'excuses. Il envoya plusieurs superviseurs sur le terrain, non pas pour juger, pour exiger. La pression remonta. Un des signes les plus clairs de la rupture fut l'apparition de nouvelles méthodes. Les exécutions de masse avec des armes individuelles commençaient à sembler inefficaces. Elles demandèrent du personnel, du temps, des balles, et elles laissaient des traces visibles. Fosses ouvertes, restes, sang, témoins. On envisagea les camions adaptés, puis des installations fixes. On ne parlait pas encore officiellement de camps, mais certains commençaient à fonctionner avec cette logique. À Chełmno, par exemple, les camions à gaz fonctionnaient comme solution intermédiaire. On chargeait les victimes, on fermait les portes, et le monoxyde faisait le reste. Ensuite, on nettoyait l'intérieur et on répétait le processus. Certains y voyaient une alternative plus pratique. D'autres, une étape logique. Cela ne causait pas moins de morts. Cela ne faisait que changer la méthode. Pendant ce temps, le front oriental devenait plus instable. L'offensive hivernale soviétique avait arrêté l'avancée allemande. Certaines villes occupées se retrouvaient maintenant isolées. Les lignes de ravitaillement étaient fragiles. Il y eut des cas où les unités d'exécution restèrent des semaines sans renfort. Elles utilisaient ce qu'elles trouvaient, réutilisaient les munitions, dormaient dans des bâtiments abandonnés. Dans ce contexte, les commandants commencèrent à établir des priorités. Ils ne pouvaient plus couvrir toutes les localités.
Il se concentrait sur les centres plus importants. Les petits villages étaient laissés pour plus tard. Certains exécutaient par catégorie, d'abord les hommes adultes, ensuite les femmes sans enfants, puis les enfants. Non par hésitation, parce que le temps manquait. Les rapports internes commencèrent à refléter cette tension. On parlait de difficultés opérationnelles, de limitations matérielles, de nécessité de réorganisation. Les rapports étaient plus froids, mais aussi plus urgents. Ce n'étaient pas des plaintes, c'étaient des signaux. Le système nécessitait des ajustements. Dans certaines régions, on eut davantage recours aux collaborateurs locaux. On leur confiait des tâches complètes, identification, transport, exécution. En échange, ils recevaient des armes, des vêtements, des butins. L'efficacité augmenta, mais aussi la brutalité. Certains groupes commirent des massacres sans ordre direct. Ils agissaient de leur propre initiative, en toute impunité. Les commandants allemands ne les arrêtaient pas, ils demandaient seulement des rapports. Parallèlement, les premières nouvelles sur ce qui se passait commencèrent à filtrer hors du Reich. À Londres, Washington et d'autres capitales, les diplomates recevaient des informations. Elles n'étaient pas précises, mais mentionnaient des massacres, des disparitions massives, des mouvements suspects. Personne n'avait encore une image complète. Pas encore. À l'intérieur de l'Allemagne, le sujet restait un secret officiel. Mais la rumeur circulait. Certains soldats du front écrivaient des lettres, utilisaient des phrases ambiguës, parlaient de missions difficiles, de tâches obscures. Les familles devinaient, elles ne posaient pas de questions. Le silence faisait partie de l'accord. Malgré tout, Himmler ne relâcha pas la pression. Il convoqua de nouveaux chefs, réorganisa les itinéraires, demanda plus de véhicules. Le rythme devait être maintenu. Même si le système montrait des signes de fatigue, l'objectif restait ferme. Peu importait le coût. La solution devait être menée à terme. Dans les ghettos encore existants en Pologne et à l'Est, on commença à organiser des déportations massives. Ce n'étaient plus des exécutions sur place. On entassait des milliers de personnes dans des trains. On leur disait qu'elles seraient relocalisées, mais leur destination était des installations où la nouvelle méthode avait déjà été testée. L'assassinat industrialisé. C'est à ce moment-là que tout changea. Ce n'était plus seulement le travail des Einsatzgruppen. Il s'agissait maintenant d'un système plus vaste, avec des centres fixes, des transports centralisés et une structure impliquant plusieurs ministères. Les unités mobiles ne disparurent pas, mais elles cessèrent d'être l'unique instrument. Cette rupture ne fut pas un effondrement total, ce fut une transformation. La machine s'adapta. Ce qui avait commencé par des tirs en forêt prenait désormais la forme d'un processus national. L'assassinat ne dépendait plus d'une seule unité, il était devenu une politique d'État exécutée par de multiples bras, et chacun savait exactement ce qu'il faisait. Ce qui y était. Au milieu de l'avancée de l'extermination, quelques rares personnes virent de l'intérieur des choses que presque personne n'aurait pu imaginer. Elles ne faisaient pas partie de l'organisation. Elles n'intervinrent pas non plus. Elles regardèrent, et cela les marqua à jamais. Certains le racontèrent. Ils furent peu nombreux, mais ceux qui le firent laissèrent des récits qui ne s'effacèrent pas. L'un d'eux fut Kurt Gerstein, un officier des SS. On l'avait sollicité pour ses connaissances en désinfection. On l'envoya voir comment fonctionnaient les lieux où l'on tuait au gaz. Il n'y allait pas comme visiteur extérieur. Il faisait partie du système, mais ce qu'il vit le dépassa. En août 1942, il arriva à Belzec. On lui montra comment tout était fait. On lui expliqua le processus. Il y avait une salle aux murs de ciment. Elle était remplie de gens. On fermait soigneusement. On allumait le moteur. Le gaz passait à travers des tuyaux assemblés à la hâte. Tout durait environ 20 minutes. Ensuite, on ouvrait. Les corps tombaient en tas. Certains bougeaient encore. Ils se traînaient. On les déplaçait avec des pelles. Gerstein ne cria pas au scandale, ne partit pas. Il prenait des notes. Il observait tout. Ensuite, on lui montra une autre étape. On arrachait les dents en or. On coupait les bagues avec des lames. Les vêtements étaient triés par type. On ne parlait pas de meurtre, on parlait d'efficacité. Les responsables le traitèrent bien. On lui offrit à manger. On lui demanda s'il y avait quelque chose à améliorer. Il partit avec l'idée de raconter ce qu'il avait vu. Pas dans la presse, ni en public. Il chercha des diplomates. Il parle avec des représentants de Suède, de Hollande, même avec des gens d'église. Il leur expliqua ce qui s'était passé. Certains l'écoutèrent. Personne n'agit. Il manquait des preuves.
et beaucoup préférèrent ne pas savoir. Un autre qui tenta de prévenir fut Jan Karski, un messager de la résistance polonaise. Il entra dans 2 zones interdites, un ghetto et un lieu où l'on rassemblait les gens avant de les faire monter dans les trains. Il vit les wagons, les files d'attente, les visages. Il nota les itinéraires, les horaires, les noms. Il apprit tout par cœur. Il traversa la moitié de l'Europe avec ces données. Il arriva à Londres. Il parla avec les autorités, puis il alla à Washington. Il rencontra Roosevelt. Le président le reçut à la Maison-Blanche. Karski lui expliqua ce qui se passait. Il utilisa des phrases simples. Il parle de scènes, de gens, de lieux. Roosevelt l'écouta sans l'interrompre. Il posa peu de questions. Il le remercia. Il ne dit pas qu'il ferait quoi que ce soit. D'autres n'arrivèrent pas jusqu'au président, mais laissèrent aussi leur version. Des soldats allemands qui écrivaient des lettres chez eux, des médecins qui soignaient les tireurs, des chauffeurs qui conduisaient des camions remplis de prisonniers. Aucun n'était un modèle à suivre. Ils racontaient simplement ce qu'ils avaient vu. Certains le faisaient avec distance, d'autres semblaient nerveux, certains justifiaient, d'autres préférèrent se taire. L'un des plus connus fut Rudolf Höss, chef d'Auschwitz. À la fin de la guerre, il écrivit depuis sa cellule. Il ne tenta pas de blanchir son image. Il consigna simplement le fonctionnement du camp. Il y avait des horaires, des chiffres, des notes. Les chambres à gaz fonctionnaient par série. Un groupe entrait, mourait, on le sortait, on nettoyait, puis le groupe suivant entrait. Dans ce qu'il écrivit, Höss parlait de nombre, de méthode, de rapidité. Il ne mentionnait ni angoisse, ni mort, ni douleur. Cela ressemblait à un manuel d'instruction. Mais dans ces pages, il y avait ce qui s'était passé. Sans mots doux, sans détour. Tout était direct. Un autre qui témoigna fut Vassili Grossman, journaliste russe. Il entra à Treblinka lorsqu'il avait déjà été abandonné. Il vit ce qu'il en restait, des dents dans la terre, des os dans la boue, des chaussures d'enfants, des jouets brisés. On n'entendait rien, mais chaque chose montrait ce qui avait été. Grossman ne resta pas froid, il écrivit avec colère. Sa manière était différente, mais les faits étaient les mêmes, les fosses, les cendres, les objets abandonnés. Chaque détail montrait ce qui s'était passé. Les commandants exécutés pour l'extermination. Lorsque la guerre prit fin, il ne restait plus de forêts sans fosses. Les trains ne transportèrent plus de corps, mais le système qui les avait déplacés restait intact. Beaucoup de ceux qui l'avaient dirigé n'étaient pas morts. Certains s'étaient évanouis dans la nature avant la reddition. D'autres restèrent chez eux, en civil, espérant que personne ne viendrait frapper à leur porte. Les Alliés commencèrent à chercher les responsables, pas seulement ceux qui avaient donné les ordres les plus élevés, aussi ceux qui avaient été sur le terrain. Des listes furent établies. Les services de renseignement recoupaient noms, dates, régions. Beaucoup de chefs des Einsatzgruppen figuraient sur ces documents. Il ne s'agissait pas de simples soldats. C'étaient des commandants avec signature, avec des rapports détaillés envoyés à Berlin. Les Américains et les Britanniques organisèrent des interrogatoires. Certains officiers allemands parlèrent, d'autres nièrent tout, mais les documents les contredisaient. Il y avait des rapports avec dates, chiffres, lieux. Les archives n'avaient pas disparu. Elles étaient conservées, classées, organisées comme des dossiers administratifs. Cette précision facilita les poursuites. En 1947, commencèrent les procès de Nuremberg pour un groupe spécifique, les chefs des commandos mobiles d'extermination. 24 furent accusés. Le tribunal disposait de preuves concrètes, documents signés, témoignages de survivants, photographies des lieux d'exécution. Le procès ne fut pas bref. Pendant des mois, chacun fut appelé à la barre. Certains tentèrent de justifier leur participation en disant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. D'autres affirmèrent qu'ils n'avaient pas le choix. Mais les juges ne prirent pas ces arguments en compte. Il y avait des lettres où les accusés eux-mêmes demandèrent plus de munitions pour fusiller des civils, des rapports au langage direct, 1600 juifs exécutés, 500 partisans éliminés. L'un des accusés, Otto Ollendorf, ne nia rien. Il admit avoir dirigé l'assassinat de 90 000 personnes. Il le dit calmement. Il expliqua comment les rangs étaient organisés, comment les fosses étaient creusées, comment le travail était réparti entre les tireurs. Il ne montra aucun remords. Il se contenta de donner des détails. Le procureur lui demanda s'il comprenait ce que cela signifiait de tuer autant de personnes.
Il répondit qu'il ne s'agissait pas d'émotion, mais de devoir. Il déclara que son unité avait agi avec une discipline exemplaire. Ils n'avaient pas dévié du protocole. Ils n'avaient pas improvisé. Ils avaient fait ce qu'on leur avait ordonné. Des témoins des exécutions témoignèrent également. Ils racontèrent comment les groupes étaient organisés, comment les victimes étaient forcées de se déshabiller avant d'être alignées, comment les cris s'éteignaient au tir suivant. Le ministère public présenta des photos, en noir et blanc, des corps empilés, des zones rurales avec fosses ouvertes, des tas de vêtements. Le tribunal écouta tout. Il examina chaque document. Il ne se laissa pas emporter par les discours, seulement par les preuves. Au final, 14 des accusés furent condamnés à mort. 4 reçurent la prison à perpétuité. Les autres, moins. 1 fut acquitté. Les exécutions eurent lieu à la prison de Landsberg. Ceux qui furent pendus ne laissèrent aucun mot final. Aucun discours, seulement des ordres exécutés jusqu'à la dernière minute. Aucun ne montra d'émotion visible. Certains moururent convaincus que ce qu'ils avaient fait était juste, d'autres en silence. Mais les procès ne fermèrent pas le dossier. Des dizaines d'officiers de rang inférieur ne furent jamais jugés. Beaucoup s'échappèrent dans d'autres pays. Ils changèrent de nom, se mêlèrent aux déplacés, utilisèrent de faux papiers. Certains traversèrent l'Amérique latine, d'autres se réfugièrent au Moyen-Orient ou en Europe de l'Ouest. Ceux qui avaient des contacts reçurent de l'aide. Pendant des années, de nouvelles recherches furent organisées. Des listes mises à jour furent collectées, des photos comparées. Certains furent retrouvés des décennies plus tard. Ils vivaient sous un autre nom, travaillaient comme commerçants, enseignants, fonctionnaires. Lorsqu'ils étaient découverts, certains niaient, d'autres reconnaissèrent leur passé sans détour. Ils disaient que tout cela datait de longtemps, qu'ils n'étaient plus les mêmes. L'un des cas les plus connus fut celui d'Adolf Eichmann. Il n'avait pas fait partie d'un Einsatzgruppe, mais avait coordonné les déportations. Il fut capturé en Argentine en 1961, conduit à Jérusalem, jugé avec des preuves accablantes. Il témoigna d'un ton froid. Il ne nia pas. Il ne montra pas non plus de culpabilité. Il fut condamné et exécuté en 1962. Le procès d'Eichmann remit sur la table ce que beaucoup voulèrent déjà oublier. Il montra que les crimes n'avaient pas été effacés, qu'il restait encore des noms à retrouver. Les associations de survivants poursuivirent leur travail. Elles fournirent des listes, aidèrent à localiser des fugitifs, firent pression sur les gouvernements. Archives ouvertes. Au fil des années, les noms des chefs des Einsatzgruppen disparurent des gros titres, mais restèrent imprimés sur des milliers de pages, conservés dans les archives. Certains étaient rappelés pour les chiffres qu'ils avaient signés, d'autres pour les rapports qu'ils avaient envoyés. Presque aucun pour son visage. Beaucoup avaient disparu sans laisser de traces. D'autres furent jugés. Quelques-uns moururent sans avoir rendu de compte. Les dossiers contenant leurs actes étaient toujours là. Chacun comportait des dates, des chiffres, des localités. Tout était classé. Certains documents étaient signés à l'encre bleue, d'autres dactylographiés avec des initiales. Il y avait des listes, des cartes, des horaires. Aucun d'entre eux n'avait tenté de cacher ce qu'ils avaient fait. Au contraire, ils en avaient laissé une trace. Après les premiers procès, les suivis ralentirent. Les témoins vieillissaient. Certains n'étaient plus là. Les preuves existèrent toujours, mais les tribunaux n'agissaient pas toujours. Dans de nombreux cas, les accusés vivaient comme des retraités. Ils allaient au marché, prenaient le tram, lisaient le journal. Ils ne parlaient pas de leur passé. Mais certains ne se résignèrent pas. Des historiens, des procureurs, des survivants ou des enfants de survivants poursuivirent les recherches. Ils parcouraient des villages, fouillaient les archives, comparèrent des photos. Parfois, ils retrouvaient quelqu'un. Ils le dénonçaient. Une procédure s'ouvrait, lente, pleine d'obstacles, mais réelle. Dans les années 70, plusieurs commandants furent localisés en Allemagne de l'Ouest. L'un d'eux vivait sous son vrai nom. Il ne se cachait pas. Lorsqu'il fut interrogé, il répondit par des phrases courtes. Il déclara qu'il ne se souvenait pas bien, que c'était il y a longtemps. Les documents le contredisaient. Il y avait des papiers avec sa signature, avec des dates, avec des chiffres précis. Un autre cas fut celui d'un chef de groupe qui, après la guerre, devint professeur dans une université. Pendant des décennies, personne ne questionna son passé, jusqu'à ce qu'un étudiant découvre son nom sur une vieille liste des Einsatzgruppen. Il le dénonça. L'affaire fit la une. Le dossier fut rouvert. L'accusé démissionna. Il mourut avant que le procès n'ait lieu.
Il y en eut aussi d'autres capturés hors d'Europe. En Amérique du Sud, on localisa d'anciens officiers entrés avec de faux passeports. Certains vécurent plus de 30 ans sous de nouvelles identités. Lorsqu'ils furent découverts, les gouvernements locaux hésitèrent. Il y eut une pression internationale. Certains furent extradés, d'autres moururent avant d'embarquer. Avec le temps, la poursuite évolua. Il ne s'agissait plus de grandes opérations. C'était maintenant un travail d'archives, de recoupement de données. Les coupables encore en vie étaient peu nombreux et très âgés, mais des noms continuaient à surgir, parfois dans une lettre ou dans une vieille photo. Quelqu'un les reconnaissait. Une nouvelle affaire s'ouvrait. Dans les années 90, de nouvelles équipes d'enquête furent créées. Elles utilisaient des technologies numériques. Elles accédaient à des bases de données internationales, cherchaient des schémas, connectaient noms et documents. Parfois, elles réussissaient à retrouver le responsable d'une petite unité. Quelqu'un qui n'avait jamais été jugé, mais qui avait des centaines de victimes derrière lui. Tous les pays ne collaboraient pas. Certains gouvernements étaient réticents. Ils invoquaient le manque de preuves. D'autres, au contraire, fournissaient des informations, permettaient des interrogatoires. Parfois, les affaires progressaient, d'autres fois, elles stagnaient. Mais les noms continuaient à sortir. En Allemagne, un bureau spécial pour les crimes nazis fut créé. Il ne fut jamais fermé. Même avec de moins en moins de personnel, il resta actif. Il répondait aux appels, étudiait les lettres, recevait des pistes. Chaque découverte était vérifiée. S'il y avait des documents, un dossier s'ouvrait. Beaucoup des derniers procès eurent lieu avec des accusés en fauteuil roulant, avec des appareils auditifs, avec des traducteurs. Certains ne comprenèrent pas les questions. D'autres disaient avoir déjà payé, mais les juges suivirent la procédure. Les rapports étaient lus, les photos montrées, les noms énumérés. La justice arrivait tard, mais elle arrivait. Dans certains cas, la condamnation était symbolique. L'accusé mourait peu après, mais l'enregistrement restait, une ligne de plus dans l'archive, un numéro de plus sur la liste. Certains membres des familles de victimes assistaient aux audiences. Ils apportèrent des photos, écoutaient en silence. Ils ne cherchèrent pas la vengeance. Ils voulaient qu'on dise ce qui s'était passé, qu'on ne nie pas, qu'on n'oublie pas. L'histoire des Einsatzgruppen ne se termina pas avec les coups de feu, ni avec les procès. Elle se termina avec la traque de chacun de leurs chefs, avec la tentative de documenter ce que chacun avait fait, de nommer chaque victime, de localiser chaque lieu.